On va simplement demander à M. Gomez en premier lieu de réagir sur la décision du Conseil constitutionnel d'abord par rapport à notre pays sur la fonction publique. M. Gomez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision qui est très récente. Oui, cette décision va de soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque le texte a été examiné au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Calédonie Ensemble avait déposé des amendements. Quel était l'objectif de ces amendements? Faire en sorte que la protection de l'emploi local soit prise en compte dans cette loi qui porte intégration des contractuels de la fonction publique dans la fonction publique. Notre amendement sur le sujet, il était basé sur quoi? Très simple, on avait repris la loi sur la protection de l'emploi local dans le secteur privé, que j'avais fait voter en juillet 2010, lorsque je présidais le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On avait repris les mêmes dispositions, c'est-à-dire que soient privilégiés pour ces intégrations les citoyens calédoniens ou ceux qui ont une durée suffisante de résidence. Et nous renvoyons à notre texte pour décliner notamment ce qui relève de la durée suffisante de résidence en fonction des emplois notamment. Cet amendement, Romain, je vous demande d'être attentif là-dessus, parce que a été rejeté par les indépendantistes et par les autres partis de sensibilité non indépendantistes. En réalité, Calédonie Ensemble qui s'est retrouvé à voter ces amendements. Donc, comme on n'a que 15 élus au Congrès sur 54, et que dans une loi du pays, pour faire passer un amendement, il faut au moins 28 élus, c'est-à-dire la majorité plus 1, ces amendements n'ont pas été adoptés. Donc voilà, nous ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir été entendus par les uns ou par les autres à ce moment-là de l'histoire, et que maintenant, voilà, il va falloir repasser par derrière, en quelque sorte, pour faire en sorte d'intégrer cette protection de l'emploi local dans les intégrations de la fonction publique. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Nous, on n'est pas surpris par la décision du Conseil constitutionnel, et on trouve qu'elle va dans le bon sens, c'est-à-dire, pour nous, le bon sens, c'est toujours le même, le respect de l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, mais rien que l'accord de Nouméa. Donc au pays, maintenant, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette visite? Une journée, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Qu'est-ce que vous dites? Je crois qu'une journée de président de la République ou un voyage de président de la République, ça se mesure pas au poids. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Deuxième chose, c'est quand même formidable. Enfin, moi je trouve que dans la Ve République, on a eu en tout et pour tout 6 visites de président de la République, donc c'est toujours un événement important pour une petite île comme la nôtre dans le Pacifique. Ensuite, cette visite, elle a été chargée de symboles. Vous savez que dans notre pays, on attache de l'importance à la symbolique. Et dans ces symboles, moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé ça très juste. Très juste. La présence d'Isabelle Lafleur et de Marie-Claude Tjibaou sur la tombe de Jacques Lafleur, où le président de la République est allé se recueillir, et les mêmes femmes, Isabelle et Marie-Claude, qui se sont retrouvées sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou, où là aussi François Hollande est allé se recueillir. Je trouve que c'était un message qui, d'abord, rappelait la mémoire. On peut construire un avenir que si on a une mémoire du passé. La formule, c'est qu'un pays sans mémoire est un pays sans avenir. Donc on a rappelé qu'on avait de la mémoire, donc j'espère qu'on va avoir un avenir aussi. Et puis, c'est un message de paix, de réconciliation, de vivre ensemble qui a été donné au travers de la symbolique de ces deux femmes et du geste du président. Donc ça, c'est un symbole important. Le deuxième symbole fort, c'est celui de l'usine du Nord. Enfin, l'usine du Nord, c'est nous, Calédonie Ensemble, vous savez, on y a toujours été favorable, on a toujours défendu les 51%, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, l'usine du Nord. Je me souviens, avec Robert Froin, à l'époque, déjà, on soutenait cette démarche, alors que le RPCR n'y était pas favorable. Mais que le président de la République vienne là-bas, salue le travail, dit ce qu'il a dit sur l'usine, c'est-à-dire que c'était un modèle, un exemple. Moi, j'étais très fier. J'étais très fier pour mon pays, j'étais très fier pour celles et ceux qui, un peu partout, à différentes époques, ont agi pour que cette usine, elle devienne une réalité. Donc ça, c'était le symbole du rééquilibrage. Après le symbole de la mémoire, le symbole du rééquilibrage.
Et puis, deux autres symboles, celui de la rencontre avec la jeunesse à Guarodeva, là aussi un site exceptionnel. Et en même temps, à Guarodeva, on a initié quelque chose qu'on a initié nulle part ailleurs en Nouvelle-Calédonie, c'est que les clans qui voulaient le rétablissement du lien à la terre sur les 8000 hectares, qui sont regroupés au sein du GDPL Mouéhara, ont accepté, et c'est unique, que la terre ne leur soit pas attribuée en terre coutumière. Et que, au lieu d'une attribution en terre coutumière, qu'ils soient partie prenante dans les projets qui sont développés sur le site de Guarodeva. Les clans sont aujourd'hui actionnaires à hauteur de 10% du Sheraton. C'est pas rien, c'est un investissement de 11 milliards de francs CFP. Ils sont actionnaires à hauteur d'une trentaine de pourcents, je crois, de la SEM, la Société d'économie mixte chargée de l'aménagement de la zone. Donc voilà, on essaye de tracer un nouveau chemin où on reconnaît le lien à la terre, mais on essaye de développer économiquement la terre parce que on sait les uns et les autres de la problématique du développement sur terre coutumière. C'est pas impossible, mais c'est quand même difficile. Et puis enfin, le dernier symbole, c'est celui à la CPS. Voilà, c'est important que la France vienne dire ici à tous les chefs d'État du Pacifique, on est là et on va continuer à vous accompagner, on va continuer à investir dans cette zone pacifique. Et puis surtout, on investit sur des sujets qui sont pour vous importants. Et ça relève tout ce qui relève notamment du climat. Vous savez qu'il y a très important pour le Pacifique. Très important, les premiers réfugiés climatiques de la planète sont des réfugiés de notre région. Et donc il y a une très grande conférence sur le climat qui se tient à Paris à la fin de l'année 2015. Et moi j'ai suggéré, je vous le dis, c'est la première fois que je le dis publiquement, j'ai suggéré au chef de l'État, à l'occasion du déplacement en Australie, que cette grande conférence sur le climat soit précédée d'un sommet France-Océanie qui se tiendra à l'Élysée. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait la conférence sur le climat, les États du Pacifique, qui sont les premiers concernés aujourd'hui par le dérèglement climatique, puissent être réunis par le chef de l'État pour parler du sujet. Je crois que ce sera un beau symbole de l'investissement de la France sur ce sujet-là, et un beau symbole aussi de l'investissement de la France dans l'Océanie et dans le Pacifique. Votre position, comment il a réagi par rapport à cela ? Écoutez, vous savez, à ce niveau-là de responsabilité, on dit pas oui, pas non tout de suite. On prend le temps de réfléchir, mais je crois qu'il a été très favorablement impressionné, d'une part par la réunion avec les chefs d'État à la CPS et de la sincérité des préoccupations des chefs d'État de la zone sur ce sujet-là. Et puis ensuite qu'il a été convaincu, encore plus en Australie, du désir de France, comme il l'a dit, qu'il y a dans cette partie du monde aujourd'hui. Donc je crois que ce sont deux éléments positifs pour que ce sommet France-Océanie puisse se tenir en 2015. Vous savez qu'ils existaient, ces sommets France-Océanie, ils avaient été initiés par Jacques Chirac, hein, il y en a eu un en 2003, un autre en 2006. Ils avaient été poursuivis par Nicolas Sarkozy en 2009, mais dans des conditions assez déplorables. Au dernier moment, c'est ni Nicolas Sarkozy qui est venu, ni François Fillon, c'est Bernard Kouchner qui s'est intéressé strictement à rien pendant c'était le mois d'août, donc je pense que c'est le seul qu'ils avaient trouvé à nous envoyer, donc ça a été un sommet dont on va éviter de se souvenir. Et puis depuis lors, il ne s'est plus rien passé. Donc voilà, ce serait bien qu'à l'occasion de cette conférence sur le climat, un sujet majeur pour nous, il y ait à nouveau un sommet France-Océanie. J'espère avoir été entendu par le chef de l'État sur le sujet. Une symbolique donc au cours de cette visite, est-ce que le fait de rencontrer les élus politiques, les partis politiques au centre culturel Tjibaou, c'est une des symboliques de cette visite ou pas ? Oui aussi, mais je dirais que la visite au centre Tjibaou, c'est un cas de figure obligé. Voilà. Le centre Tjibaou, c'est le vaisseau amiral de la culture kanak, de la civilisation kanak. La rencontre plutôt avec les élus politiques, parce qu'il aurait pu choisir le Haut-Sahara ou le Congrès. Alors, tout à fait, non mais vous avez raison, c'est pas neutre non plus d'avoir choisi cet espace-là pour rencontrer les forces vives du pays, et notamment les partis politiques, plutôt qu'un autre espace. Mais le centre Tjibaou, chez nous, c'est aujourd'hui un totem. Donc, voilà, il a été décidé lors des accords de Matignon, il porte un grand nom de l'histoire du pays disparu, hélas, prématurément. Et c'est bien que je crois que François Hollande ait reçu l'ensemble des forces vives dans cet espace-là, qui est porteur de symboles, qui est porteur d'histoire, qui rappelle aussi une civilisation qui est vieille de 3000 ans, et quand la France est arrivée ici, cette civilisation elle existait, il y avait un peuple qui était ici, c'est ce que dit le préambule de l'accord de Nouméa. Donc c'est important, tout ça fait sens. Voilà. Et puis il a pris le temps de rencontrer et de parler avec les partis politiques. Hein. Chaque formation a été reçue, a parlé longuement avec lui. Bon voilà, il
il est nécessaire de s'imprégner des choses, de s'imprégner de la chair d'un dossier, de la chair d'un pays, de la chair d'une histoire. Et je crois qu'il peut lire toutes les notes du monde sur la Nouvelle-Calédonie, François Hollande, c'est qu'en venant ici qu'il va sentir, qu'il va pouvoir peut-être appréhender l'âme du pays. Et puis notre âme, elle n'est pas toujours facilement appréhendable, donc il faut parfois un peu de temps, il faut parfois bien regarder avant d'arriver à la voir. Donc voilà, je crois que en tout cas, il aura commencé à l'approcher, c'est déjà pas mal. Son arrivée donc à la Tontouta a été aussi très significative, oui. A bien marqué beaucoup de monde, en fait, d'être reçu par les autorités coutumières au travers du Sénat, par les 8 terres coutumières, et aussi l'hymne du pays avec la Marseillaise, tout ça. Tout à fait. Ah bah, franchement, j'ai pas vu plus bel accueil et plus juste accueil à Tontouta d'un chef d'État que celui de François Hollande. Il y avait tout. Il y avait à la fois la dimension républicaine, c'est la Marseillaise, c'est la revue des troupes, et puis il y avait la dimension pays, c'est la coutume, avec notre hymne. Et le destin commun, c'est ça pour nous, surtout à nous, Calédoniens ensemble, qui sommes nationalistes, un nationalisme qui n'est pas un indépendantisme, c'est-à-dire que on veut se gouverner nous-mêmes le plus largement possible. C'est notre volonté. On veut pouvoir décider de tous les sujets qui concernent notre pays et notre peuple. Mais en même temps, on veut rester dans les limites de la République parce qu'on considère que la République, au total, elle nous protège aujourd'hui. Et donc, cet accueil-là, avec les 2 hymnes, avec la revue des troupes, avec la cérémonie coutumière, quelque part, il symbolisait un peu tout ça, ce pays, qui est un pays de l'Océanie, de la Mélanésie, avec son histoire propre, et puis en même temps, cette République qui par les hasards de l'histoire, il y a plus de 150 ans, en a pris possession et qui maintenant essaye de se tracer le chemin du vivre ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cet accueil. Et puis j'ai trouvé que le président de la République a eu les mots justes partout où il est passé. Voilà, et je trouve que c'est au total assez réussi. Avez-vous eu l'impression qu'il veut le chef de l'État et pour les indépendantistes et non pour que la Calédonie reste dans la France? Est-ce que vous n'avez aucune... Ah ben moi j'ai une position claire là-dessus, je m'excuse parce que donc Rocco Mitan se plaint parce que le chef d'État est équidistant, il voudrait que le chef de l'État se prononce pour l'indépendance. Pierre Frogy se plaint parce qu'il trouve que le chef d'État il devrait se prononcer pour la France, comme Sarkozy l'a fait, enfin bon ils se plaignent tous. Bon, alors moi je me plains pas, hein, voilà, moi j'ai une position claire. D'abord, moi je ne suis pas colonisé dans ma tête. Je suis décolonisé dans ma tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'attends pas du chef de l'État qui décide pour nous ou qui décide pour moi. Ce sont les Calédoniens qui vont décider de leur avenir. Ce n'est pas le chef de l'État, que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy ou que ce soit quelqu'un d'autre. Notre destin nous appartient, notre destin est dans nos mains. Et c'est nous qui allons, d'une part, préparer l'échéance de 2018 en dialoguant entre nous de manière constructive, la plus constructive possible. Et c'est nous, tous les Calédoniens, tous les citoyens calédoniens qui vont voter en 2018 et qui décideront de l'avenir du pays. Donc, François Hollande, quand il ne prend pas parti ni pour les uns ni pour les autres, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut préserver la neutralité de l'État, l'État est un partenaire des accords, mais il ne doit pas se substituer aux Calédoniens, il doit accompagner les Calédoniens, et ben moi je suis à fond pour cette position-là. Et puis, j'ai tiré quelques enseignements de l'histoire, Romain. Hein? Elle est peut-être un peu vieille pour la jeune génération, mais moi, elle est toujours dans ma tête, parce que je me suis engagé en politique à ce moment-là. J'ai tiré les enseignements des événements. Je me rappelle François Mitterrand, président de la République, qui, dans ses 101 propositions, s'engage pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ben, quand on a dit aux indépendantistes à cette époque-là, vous allez être indépendants, et puis qu'à la sortie, on ne leur donne pas l'indépendance, ça finit par les événements. Et puis je me souviens aussi de Jacques Chirac, Premier ministre, en 86, qui, lui, le balancier qui va dans l'autre sens, prend fait et cause pour les non-indépendantistes. Et pendant 2 années, avec Ponce comme ministre de l'Outre-mer, c'est à fond avec les non-indépendantistes. Ça finit par quoi? Ça finit par ouvrir. Donc, moi je dis, quand l'État prend parti pour les uns ou pour les autres, l'histoire témoigne que ça finit mal dans notre pays. Donc je suis très heureux que François Hollande ait rétabli l'impartialité de l'État. Oui, à un État qui nous accompagne, c'est pour ça que j'aime beaucoup sa phrase qu'il a prononcée au centre Chibaou, la France vous accompagnera, toujours lié avec la France, quel que soit votre choix, hein, que vous souhaitiez rester au sein de la République, ou vous souhaitiez que ça devienne un pays indépendant, la France restera toujours avec vous, mais elle vous accompagnera, elle ne se substituera pas à vous. Je crois qu'on est maintenant mûr pour décider de notre avenir.
Pour continuer donc avec Monsieur Hollande qui est passé dans le pays, il s'est rendu tout de suite après pour 2 jours en Australie. Pour vous, en tant que député donc, de la 2e circonscription de notre pays, accompagner le président donc, dans un grand pays de la région, c'est aussi important, ou c'est une invitation du président ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi accompagner le président? Parce que le président a souhaité que les représentants des collectivités françaises du Pacifique l'accompagnent en Australie. Ce qui est normal, parce que c'était la première visite d'un chef d'État français en Australie. Ça fait 2 siècles qu'on aurait pu la faire, mais elle a fini par se faire maintenant. Donc c'est toujours important, une première visite, c'est une visite historique. Et le président de la République, très beau geste, a tendu la main aux collectivités françaises du Pacifique en disant « Accompagnez-moi à l'occasion de ce déplacement », parce que la France, elle est aussi en Océanie, et il l'a répété à plusieurs reprises lors de son voyage, le premier pays le plus proche de l'Australie, c'est la France, il y a la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à ce titre-là que j'y étais, donc il y avait les présidents des autres exécutifs, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et président du gouvernement de Polynésie française, le député de Wallis et Futuna, parce que là-bas il n'y a pas de gouvernement, et moi j'y étais en tant que vice-président de l'association d'amitié France-Australie, puisque je suis également membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Donc c'est à ce titre-là que j'ai accompagné, avec les autres représentants des collectivités françaises du Pacifique, le chef de l'État. Donc oui, c'est un honneur, bien sûr, et puis ça permet bien évidemment de renforcer nos réseaux et notre représentativité auprès des autorités australiennes. On a notamment été reçu par le Premier ministre, ce qui est là aussi un honneur. On a rendu hommage aux soldats australiens qui sont morts notamment pendant la Première Guerre mondiale, puisque 400 000 d'entre eux sont partis combattre pour libérer la France et 40 000 y ont laissé la vie. On a eu des réunions économiques, notamment à Sydney, puisque faut savoir qu'en Australie, il y a 100 000 Français qui y travaillent. 100 000, c'est énorme. Il y a près de 400 entreprises françaises. Et donc voilà, il y a des liens qui existent, bien sûr, entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, mais aussi entre la France et l'Australie. Nouvelle-Calédonie, c'est non seulement un flux touristique, comme chacun sait, plusieurs dizaines de milliers de Calédoniens qui, chaque année, vont en Australie, et aux alentours de 15 000 Australiens qui viennent en Nouvelle-Calédonie. C'est également beaucoup de Calédoniens maintenant qui font leurs études en Australie. Donc on a là aussi des relations anciennes et je crois très amicales. Le référendum éclairé, dont François Hollande au total a parlé à sa manière lors du discours au Centre Chibaou en disant qu'il fallait préciser les questions. Ben oui, il faut les préciser parce que si on répond à la question oui ou non d'ailleurs, que ce soit oui ou que ce soit non, la question c'est qu'est-ce qui se passera le lendemain du référendum si on est indépendant. Voilà, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont de sensibilité indépendantiste. Bon, si on est indépendant, le jour d'après le référendum, le lundi, on se réveille. Dans quel pays on se réveille? Kanaki, voilà. Mais le problème, c'est que Kanaki, ça ne veut pas tout dire. Il faut, derrière le slogan, définir un projet de société et des institutions. C'est quoi la constitution de ce pays? Quel est le régime des terres dans ce pays? Quelle est la nationalité? Elle est simple, elle est double, elle est facultative, elle est obligatoire. Est-ce que ce pays garde ou pas des relations avec la France? Si oui, quel type de relations? Et notamment sur les 150 milliards qui aujourd'hui chaque année irriguent le pays, est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il ne reste pas? Quelle est la place des non-nationaux dans ce pays? Est-ce qu'ils ont une place? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'ils pourront acquérir la nationalité? Enfin, je dis tout ça, c'est pour que tous ceux qui mettent le bulletin Kanaki, pour reprendre l'expression habituelle du monde indépendantiste, ben, ils savent, derrière le bulletin Kanaki, dans quel pays ils vont se réveiller le lundi. Et de la même manière, ceux qui ne veulent pas mettre le bulletin Kanaki, mais qui mettent un bulletin France, Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, le lundi, ils se réveillent dans quel pays? Ben, ils ne savent pas non plus. Pourquoi? Parce que l'accord de Nouméa dit si c'est 3 fois non à l'indépendance, il faudra se retrouver autour de la table pour, je cite, examiner la situation ainsi créée. Bon, examiner, les mecs, ils n'avaient plus d'idées quand ils ont fini la rédaction de l'accord. Ils étaient au bout du stylo, ils n'avaient plus d'encre, c'est terminé. Donc en clair, c'est la zone et il faut se retrouver pour voir comment on en sort. Bon, nous on dit, définissons là aussi, avant que le référendum ne lieu, cette Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Là aussi, est-ce qu'on reste avec nos provinces comme aujourd'hui? Le gouvernement collégial est proportionnel? Est-ce que les compétences régaliennes, on y associe ou pas la Nouvelle-Calédonie? Le corps électoral, qu'est-ce qu'on fait? Il reste figé, il redevient glissant, selon quelle modalité? Enfin, on arrête là aussi l'espace de cette Nouvelle-Calédonie qui se gouverne elle-même, mais qui reste au sein de la République. Et là aussi, ceux qui ne votent pas pour Kanaki, mais qui votent pour une Nouvelle-Calédonie dans la France, ils sauront le lundi matin dans quel pays ils vont se réveiller. C'est ça
le référendum éclairé. C'est-à-dire, c'est un référendum qui vise à ce qu'on bâtisse une alternative partagée de sortie de l'accord. Si on discute ensemble, moi je suis sûr, avec l'Union calédonienne, avec le Palika, avec les autres formations non indépendantistes, moi je suis sûr que sur 90% du projet, on va se retrouver. Qu'on soit pour Kanaki ou qu'on soit pour une Nouvelle-Calédonie en France. On est capable de bâtir 90% d'un même projet politique, économique et social. Et puis oui, il y a 10% qui est l'ultime déclinaison politique, sur lesquels on va se séparer. Il y en a qui vont vouloir un État, une nationalité et le siège à l'ONU, et d'autres qui ne vont pas vouloir de l'État, de la nationalité et du siège à l'ONU. Mais au moins, on aura réussi à nous rassembler sur ce qui nous unit, c'est-à-dire 90%. C'est, selon moi, la meilleure manière de continuer à bâtir le destin commun, même s'il y a une divergence sur la finalité définitive de la direction que nous prenons. Et là aussi, François Hollande, à l'occasion de sa venue, a esquissé quelques traits. Il n'a pas osé utiliser le terme de référendum éclairé parce qu'on aurait parlé d'un axe. Donc, déjà, comme je suis dans un axe multiple, il n'a pas utilisé le terme. Mais au total, c'est bien ce que ça voulait dire. Mais vous savez, avant François Hollande, d'autres ont utilisé cette formule. C'est simplement une formule de bon sens. Voilà. Et ça permet de respecter la conviction de chacun. C'est important. Hein. Ça permet de respecter la conviction de chacun. Parce que si chacun ne se sent pas respecté dans sa conviction, on aura du mal à aller de l'avant. Vous savez, à Palau, ils ont voté 10 fois. 10 fois. Pour ou contre l'indépendance. Et puis, à un moment, le peuple a décidé que le pays pouvait être indépendant et l'a été.